Deux frères, deux hommes, dont l'histoire est entachée de mystère et flirtent avec le surnaturel. Entre 1991 et 1995, la région rurale de Nova Friburgo, dans l'état de Rio de Janeiro, a été marquée par une série de crimes atroces commis par un duo de tueurs en série. Leurs violences sexuelles et leurs actes déviants étaient d'une telle ampleur qu'ils sont devenus tristement célèbres pour leur pratique de la nécrophilie. Face à ces crimes odieux, la traque des coupables a mobilisé le bataillon des opérations spéciales de la police de Rio de Janeiro, déterminé à capturer ces criminels d'un genre particulier. Dans cette vidéo, nous allons retracer en détail toute l'histoire sanglante de ceux qui sont connus sous le nom de frères nécrophiles. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. L'année 1991 avait commencé calmement dans la région rurale de Nova Friburgo. Mais le 15 février, une découverte marqua à jamais le début d'une période de terreur. Le corps d'une femme nommée Eliana Macedo Xavier, âgée de 21 ans, fut retrouvé dans la région de Rio Grandina. Sa jambe était presque entièrement dévorée par des animaux sauvages. La scène du crime attirait l'attention, car ses documents personnels avaient été trouvés à côté de son corps, ainsi qu'un crucifix en bois, un portefeuille en velours noir et sa propre culotte déchirée. Lors de l'autopsie, il fut clairement établi qu'elle avait été étranglée et agressée sexuellement. Eliana était portée disparue depuis une semaine lorsque son corps fut découvert. Au cours de l'enquête, grâce à des témoignages oculaires, tous les indices pointèrent rapidement vers deux frères, Ibrahim de Oliveira et Pedro Henrique de Oliveira. Cependant, les preuves n'étaient pas suffisantes pour les relier au crime. 7 mois plus tard, le corps d'une fillette de 11 ans, nommée Norma Claudia de Araújo, fut retrouvé dans la forêt et présentait les mêmes blessures qu'Eliana. La petite fille avait été étranglée avec un fil métallique et des signes de violence sexuelle post-mortem étaient une signature troublante. Le premier suspect dans cette affaire fut un agriculteur, Antonio Carlos Laranjeiras, mais les preuves étaient faibles pour l'inculper. Les enquêteurs décidèrent alors de se concentrer à nouveau sur Ibrahim de Oliveira et Pedro Henrique de Oliveira. Lors de l'interrogatoire, Ibrahim avoua rapidement le meurtre de Norma. Il expliqua son acte en disant que la fillette avait déclaré ne pas aimer les Noirs. Toutefois, malgré les pressions des enquêteurs, il nia toute implication dans la mort d'Eliana Macedo Xavier. Étant mineur au moment du crime, il fut jugé rapidement et condamné à être placé dans l'Institut Padre Raphaël sur l'île du Gouverneur, où il resta jusqu'à ses 18 ans. Lorsqu'il fut libéré en 1993, l'assistante sociale Rosa Maria de Oliveira Tosts déclara « Il n'est plus le même. Son regard est froid. Ce n'est plus le garçon maladroit de la campagne, l'ignorant. Il a appris ce qu'il n'aurait jamais dû apprendre, et nous allons avoir beaucoup de problèmes à l'avenir. » Cette déclaration, cependant, semblait prédire un destin inévitable. Le 27 février 1995, un nouveau crime similaire eut lieu. Ce jour-là, le couple Elisete Ferreira Lima et João Carlos Maria da Rocha s'étaient rendus à l'une des cascades de Janela das Andorinhas, dans la région de la Serra de Rio de Janeiro. Là-bas, alors qu'Elisete faisait une sieste, elle sentit quelqu'un s'approcher et grimper sur elle. En ouvrant les yeux, elle se retrouva face à un homme au-dessus d'elle, tandis qu'un autre l'observait. Son mari, João, se précipita immédiatement sur les hommes, mais ils le frappèrent à la tête avec des pierres. Les deux individus agressèrent alors sexuellement le corps de João. Ensuite, ils emmenèrent Elisete dans la forêt, où l'un d'eux la violenta dans des conditions particulièrement graves. Pendant l'attaque, elle remarqua que l'autre se réjouissait de manière troublante. À un moment donné, profitant de l'inattention des agresseurs, Elisete parvint à s'enfuir en sautant par-dessus un mur d'environ 2 mètres. Elle fut secourue par des habitants de la région, puis transportée à l'hôpital, où elle rapporta les faits aux autorités. Grâce à son témoignage, les criminels furent rapidement identifiés comme étant effectivement Ibrahim de Oliveira et Pedro Henrique de Oliveira. La population, en colère, se rendit au domicile de la famille Oliveira et y mit le feu. Les membres de la famille des criminels fuyaient au milieu du chaos et ne furent jamais revus. Pendant ce temps, une chasse à l'homme massive fut organisée pour retrouver les suspects, qui se cachaient dans la forêt. Les enquêteurs, ainsi que les habitants, découvrirent plusieurs lieux de refuge utilisés par les agresseurs. Tous ces lieux furent brûlés. Cela ressemblait à une véritable chasse aux démons. À l'époque, les journaux décrivirent les frères comme des hommes sauvages, prêts à vivre comme des animaux, plutôt que de payer pour leurs crimes. Cependant, même face à ce qui semblait être la fin de leur cavale, cela n'empêcha pas
que de nouveaux meurtres soient commis. Un peu plus d'un mois après le début de la chasse, le 1er avril 1995, les habitants ont découvert le corps sans vie de Vera Lucia Damasceno, gisant dans une zone isolée de la forêt. Curieusement, cette femme était la tante des fugitifs Ibrahim de Oliveira et Pedro Henrique de Oliveira. Selon des sources, des soupçons indiquaient que Vera avait pour habitude, ces derniers jours, d'apporter des provisions aux criminels. Cependant, cela ne l'a pas protégée. Elle est devenue une autre victime des deux frères, qui l'ont poignardée à mort avant de la violer. L'un d'eux aurait ensuite introduit un morceau de tronc dans son vagin. Ce crime a profondément choqué la population, déjà terrifiée par le niveau de violence des criminels. Les écoles de la région furent fermées et les habitants commencèrent à s'armer. Toute femme qui sortait dans la région était accompagnée par un ou plusieurs hommes armés. Les habitants étaient furieux et prêts à tout pour empêcher les deux frères de faire de nouvelles victimes. À cette époque, les habitants se sentaient abandonnés par les autorités, qui semblaient incapables d'arrêter deux criminels semant la terreur dans la région. La frustration des habitants était résumée par les propos de Helio da Fonseca, un habitant et propriétaire d'un bar local, lorsqu'il déclara au journal A Voz da Serra « La police ne fait rien. Nos filles et nos femmes pourraient être les prochaines victimes. Jusqu'à quand ces bêtes continueront-elles à avoir la liberté de commettre ces crimes barbares? Malades? Non, pas du tout. Si c'est une maladie, la seule guérison, c'est la mort. Tuons-les. Autorité, faites quelque chose. Nous sommes pauvres, et ils n'agiront que lorsque ces frères toucheront une personne importante de la société. » En même temps, la situation du 11e bataillon de police de Nova Friburgo était déplorable. Les salaires des agents étaient très faibles, les équipements vieux et dépassés, et la région ne disposait pas de signal radio permettant de partager des informations efficacement. Pour aggraver les choses, les morsures de tiques durant les recherches ont affecté de nombreux policiers, rendant leur mission encore plus stressante et difficile. Pendant ce temps, les deux frères continuaient leur cavale, pénétrant dans des maisons pour voler et tuer. Ils ne laissaient aucune trace derrière eux, faisant de cette chasse une quête contre un ennemi invisible et mortel. Le 17 mai 1995, le corps de Odette de Carvalho, âgée de 56 ans, a été retrouvé dans sa propre maison. La femme avait été tuée à coups de faucille avant d'être violée. Son mari, José Lapa, fou de rage après cette tragédie, prit son arme et se lança à la recherche des criminels par lui-même. Cependant, ses efforts furent inutiles et désespérés. En juin 1995, le maire de Sumiduro, préoccupé par la gravité des actes des deux frères, entra en contact avec le secrétaire d'État à la sécurité publique, Newton Cerqueira. Face à cette situation critique, Newton décida d'envoyer le BOP pour renforcer les forces locales du 11e bataillon de Nova Friburgo. Eh bien, à première vue, l'arrivée du BOP a apporté un soulagement à certains. Lorsque le colonel Celso Novaes est arrivé dans la zone rurale, il a demandé aux habitants de se désarmer pour éviter des tragédies. Cette demande a provoqué une réaction négative de la population. La situation s'est aggravée lorsque la garde municipale a commencé à interdire l'accès aux maisons abandonnées par des familles ayant fui la région par peur des criminels. Les habitants restés sur place ont estimé que cette décision était injuste et inhumaine, car ces habitations représentaient des années d'efforts pour les familles qui les avaient construites. Selon certaines sources, des accusations de racisme ont également surgi. La précipitation pour capturer les criminels était telle que toute paire d'hommes noirs marchant ensemble était arrêtée et fouillée par la police. Le BOPer, de son côté, utilisait des chiens renifleurs pour suivre la piste des fugitifs. Cependant, les criminels prenaient soin d'enduire leur corps de sang de leurs victimes, rendant les recherches encore plus difficiles. Nous avons été formés pour combattre les criminels dans les favelas, pas dans les forêts. Nous n'avons reçu aucune formation en guérilla rurale, a déclaré plus tard l'ancien policier militaire Celso Novaes. Un mois après l'arrivée du BOP, le corps de Iria Moraes Ornelias, âgé de 67 ans, a été retrouvé dans la cuisine de sa maison. La femme avait été étranglée avec sa propre jupe et agressée sexuellement. Les frères laissaient habituellement les corps de leurs victimes sur place, sans chercher à les disposer ou à envoyer un message à la police.
Leur seul objectif semblait être de satisfaire des pulsions sexuelles gravement déviantes. Dans la maison d'Iria, ils ont volé des fromages artisanaux, des sous-vêtements et d'autres vivres, considérant ces objets comme des trophées. Dans les jours suivants, les frères ont continué à piller les fermes locales. En septembre 1995, Marcia Cristina de Mello, âgée de 18 ans, a failli devenir une autre victime. Avec sa mère Raquel et sa sœur Andrea, elles ont vu Ibrahim tenter de pénétrer dans leur propriété, armé d'une faucille. Elles se sont barricadées dans une pièce où Marcia a saisi le revolver 38 de son père. Lorsque les frères ont essayé de forcer la porte, elle a tiré en direction de celle-ci, effrayant les deux criminels qui se sont enfuis. Avec la multiplication des attaques, il devenait de plus en plus évident où les frères pourraient frapper ensuite. De plus, avec le renforcement des efforts de la chasse, il était inévitable que les criminels soient bientôt retrouvés. Plus tard, un groupe d'habitants patrouillant près de l'usine CNF a aperçu Ibrahim. Ils ont tiré sur lui et une balle l'a touché. Cependant, la blessure n'était pas suffisante pour l'immobiliser. Ibrahim s'est enfui dans la forêt, prenant soin de ne pas laisser de traces de sang derrière lui. Bien que cet incident n'ait pas marqué la fin des criminels, il a temporairement rassuré les habitants, convaincus que les frères étaient incapables d'agir pendant un certain temps. Tout au long de la chasse, le beau-père a divisé ses troupes afin que tous les sentiers de la Serra Fluminense soient cartographiés. Pendant ce temps, des membres de la famille et des connaissances étaient interrogés avec l'aide d'une psychologue de la police militaire qui a dressé le profil des frères nécrophiles. Selon ce profil, ils étaient les fils d'un couple d'agriculteurs de la région, Brás et Maria Luisa Soares de Oliveira. Les deux frères ont passé une grande partie de leur enfance à jouer dans la région rurale de la Serra Fluminense, en compagnie de deux autres frères et sœurs, Jailton, âgé de 17 ans, et Marcia, âgé de 16 ans. Aucun d'eux n'a été alphabétisé. L'ancien capitaine du BOP, Paulo Historian, a rapporté que le père des criminels était un alcoolique violent, souvent enclin à frapper ses enfants. À d'autres occasions, il les chassait de la maison et les obligeait à dormir dans la forêt. Leur mère, par pitié, leur lançait de la nourriture par la fenêtre, a-t-il déclaré. Après avoir compris quel type de criminel il poursuivait, le BOP a commencé une opération où plusieurs patrouilles fixes et mobiles se positionnaient dans les sentiers de la région. Chaque patrouille mobile comprenait 2 officiers du BOP, avec pour mission de rester camouflés dans la forêt pendant 32 heures. Les patrouilles fixes, elles, étaient composées de 4 membres et parcouraient les sentiers de la région, accompagnés de chiens renifleurs et de civils qui connaissaient bien les chemins. Les membres des patrouilles portaient des vêtements civils, et ceux qui se déplaçaient en voiture utilisaient des véhicules banalisés. Le 18 novembre 1995, Isidio Onofre Gomes est rentré chez lui dans la région de Janela das Andorinhas. Il a trouvé son fils, Adriano Fout Gomes, âgé de 9 ans, inconscient dans la cuisine de leur maison, avec de graves blessures. Le garçon a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il est malheureusement décédé 2 jours plus tard des suites de ses blessures. Ce jour-là, Adriano était seul à la maison avec sa mère, Maria dos Velha Fouts, âgée de 39 ans et enceinte de 7 mois. Le même jour, Isidio et d'autres hommes ont retrouvé le corps de Maria dans la forêt. Elle avait été traînée dans des buissons, agressée sexuellement et asphyxiée avec son propre soutien-gorge. Comme dans d'autres cas, ses organes génitaux avaient été mutilés. L'horreur de cet événement a poussé le maire de Nova Friburgo, Heroduto Bento de Mello, à offrir une récompense de 5000 reais pour toute information permettant de localiser les criminels. Cependant, cette initiative a également entraîné de nombreux problèmes. Des faux témoignages se sont multipliés. À l'époque, des gens faisaient des canulars à la police. Ils disaient avoir vu les frères passer en voiture dans la ville alors qu'ils ne savaient même pas conduire, a déclaré l'ancien capitaine Paulo Historian. Le 24 novembre, le BOP, Ayer Kuverki Miswell, était passé par la ferme de Vera Lucia Matias, âgée de 35 ans. Ils y avaient volé et mangé une grande partie des aliments de sa réserve. Les frères avaient également volé des fils électriques et des piles pour leurs lampes de poche. Cet indice a rapproché le BOP de leur capture. Cependant, au cours d'une poursuite, les criminels ont accidentellement renversé un nid de guêpes. En conséquence, près de 60 hommes ont été hospitalisés après avoir été piqués.
Le samedi 16 décembre 1995, Ibrahim a été aperçu par le fermier César Araújo Pinto, âgé de 46 ans, alors qu'il marchait dans le village de Sitio do Coronel, sur la ferme de Barro Branco. César a immédiatement alerté la police et une méga-opération a été lancée. Environ 700 hommes ont participé, 300 de la police militaire de Nova Friburgo, 300 du BOP et 100 volontaires armés. En peu de temps, Ibrahim a été encerclé dans une ferme de Rio Grandina et s'est retrouvé face à des dizaines d'hommes. De manière sauvage, il a tenté d'attaquer la patrouille avec une machette, mais il a été abattu par le sous-commandant du BOP, Fernando Principe Martins. Bien qu'il ait été blessé, Ibrahim a réussi à fuir dans la forêt, se traînant sur ses mains et ses pieds. 2 heures plus tard, son corps sans vie a été retrouvé. La mort d'Ibrahim, âgé de 19 ans, a été accueilli avec soulagement par les habitants de Nova Friburgo, qui se sont rassemblés devant l'IML, Institut médico-légal. Pour éviter des débordements, son corps a été transféré dans la ville voisine d'Itaboraí, où il a été enterré en tant qu'indigent. Selon des sources, une information étrange a circulé. Au moment de sa mort, Ibrahim avait le corps entièrement épilé et portait une culotte. Plusieurs mois plus tard, le 17 juin 1996, Henrique Oliveira s'est approché d'une ferme et a demandé aux habitants d'appeler la procureure Elisabeth Carneiro de Lima, qui dirigeait l'enquête. Il craignait que la population ne se regroupe pour le tuer de leurs propres mains. Elisabeth est donc venue le chercher en personne. Dès le départ, Henrique a clamé son innocence. Cependant, au moment de son arrestation, il était faible et épuisé. Âgé de 21 ans, il avait survécu après la mort de son frère en commettant de petits vols dans les fermes et les cultures. L'annonce de sa reddition a marqué le début d'une période de calme dans la région. Sa tante, Maria Alves, a déclaré qu'elle se sentait enfin en sécurité. Elle craignait depuis le début de devenir la prochaine victime de ses neveux. Maria a affirmé qu'auparavant, Ibrahim et Henrique avaient agressé sexuellement leur mère et leur sœur. Le procès d'Henrique devant un jury populaire a commencé le 1er septembre 2000. Il a continué à clamer son innocence, affirmant qu'il n'avait participé à aucun des assassinats et se présentant comme un simple spectateur des crimes de son frère, Ibrahim. Cependant, faute de preuves solides, il a été accusé uniquement du meurtre de João Carlos Maria da Rocha et d'attentat à la pudeur contre Elisete Ferreira Lima, survenu en février 1995 dans une cascade de Janela das Andorinhas, dans la zone rurale de Nova Friburgo. Les résultats psychiatriques ont confirmé sa culpabilité et sa santé mentale. Finalement, il a été condamné à 34 ans de prison. Cependant, comme souvent au Brésil, la justice n'a pas été rigoureusement appliquée. Henrique a été libéré avant d'avoir purgé la totalité de sa peine. Après sa libération, il s'est impliqué dans des affaires de drogue et a été arrêté pour avoir tenté d'introduire de la drogue dans une prison. Il a été condamné à 7 ans supplémentaires et purge actuellement sa peine à Marica. En 2020, les événements brutaux de Nova Friburgo ont inspiré un film réalisé par Marcos Padre, explorant les thèmes de l'injustice sociale, du racisme et des féminicides dans une société patriarcale. Les producteurs du film ont révélé que l'avocat de Henrique avait contacté l'équipe lorsqu'il a appris la production du film. Il croyait fermement en l'innocence de son client et a déclaré « Henrique a été condamné à près de 50 ans de prison sans preuves solides. Il y avait des témoins, mais personne ne l'a vu sur les lieux des crimes. C'était son frère, Ibrahim, qui a été tué par un officier du BOP. » Le film n'est pas totalement basé sur l'affaire des frères nécrophiles, mais il reflète des symptômes de la société brésilienne. Nous avons vu dans cette situation des symptômes reflétant la société brésilienne et les avons amplifiés. Nous avons réfléchi à ce qui dans cette affaire coïncide avec la réalité brésilienne: racisme, féminicide et violence policière. Au fond, personne dans ce film n'est totalement innocent, a expliqué Marcos Padre. L'affaire des frères nécrophiles reste un sujet de débat au sein de la communauté du true crime. Certains psychiatres pensent que la relation entre Henrique et Ibrahim est un cas de folie à deux, un phénomène où des individus proches partagent des symptômes psychotiques. Ibrahim, selon eux, aurait été le déclencheur, le principal moteur des pensées violentes, tandis qu'Henrique, influençable et peut-être atteint d'une déficience intellectuelle,
aurait simplement suivi son frère. Pendant 4 ans, les deux frères ont parcouru une zone de 300 000 mètres carrés de forêt atlantique, couvrant les municipalités de Sumiduro, Rio Grandina et Nova Friburgo. Grâce à leur connaissance de la forêt, ils ont causé la mort de 14 personnes, dont 12 femmes, un homme et un enfant.